17h31 et sans plus attendre, je vais donc demander à Olivier Vandard en charge des questions éducatives au secrétariat général pour l'investissement de bien vouloir vous présenter, partager un premier bilan d'étape de l'opération Territoire numérique éducatif qui a commencé dans l'Aisne et dans le Val d'Oise à la rentrée dernière. Voilà, je vous invite à couper vos micros pendant l'intervention d'Olivier, de manière à éviter tout bruit parasite. Il y aura donc une demi-heure d'exposé et une demi-heure de questions-réponses. Olivier se tiendra à votre disposition pour prendre en compte tous vos retours. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir un tel public qui est composé d'élus, de représentants d'élus, de représentants d'enseignants, hein, c'est important. C'est partie de la cœur de cible de ce projet des territoires numériques éducatifs et des représentants des filières ou de la filière EdTech. Alors, moi, je travaille au secrétaire général pour l'investissement. C'est une structure qui est une structure du Premier ministre et qui a pour vocation de piloter ce que vous connaissez sans doute tous, les programmes d'investissement d'avenir, les PIA. Alors, ces PIA sont nés en 2008, après la crise, à partir d'un rapport qui était fait par deux éminents hommes politiques, Rocard et Juppé. Et ce rapport disait, il y a la crise, il faut y répondre, mais il faut aussi prévoir ce qui va se faire demain, et donc il faut investir l'avenir. Et donc là est née une série de programmes d'investissement qui ont touché à peu près tous les secteurs, on va dire économiques, industriels, voire sociétaux, et qui ont pour vocation à développer deux choses, l'innovation et, tant que possible, la transformation. Le projet qui est en cours, dont je vous parle, est à l'interface entre deux PIA, le PIA 3 et le PIA 4. Et en fait, c'est une des dernières actions du programme d'investissement d'avenir, troisième génération. Alors, quand ce SGPI, c'est un petit groupe de personnes, on est une trentaine, et notre force, c'est de travailler avec le ministère et avec les ministères qui sont concernés par les sujets de chacun. En ce qui me concerne, j'ai dans mon portefeuille 4 thématiques. La première, c'est l'éducation, avec une dimension qui s'arrête au scolaire, hein, donc la classe maternelle, la classe élémentaire, le collège, le lycée. J'ai une deuxième dimension qui est la jeunesse, qui est un sujet beaucoup plus périphérique et qui est un sujet important, hein. J'ai un troisième sujet qui est la formation professionnelle et un quatrième qui est la culture. Voilà, la culture récemment. Donc, ce projet des territoires numériques éducatifs commence à la suite de la crise Covid, où on s'est tous rendu compte que l'école a dû faire face à une situation incroyable. Du jour au lendemain, toutes les personnes qui étaient en présentiel sont devenues en distanciel. Il a fallu y répondre. Alors, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, et les comparatifs internationaux le montrent, les enseignants ont, parfois avec des faibles moyens, réussi à être en lien, à tout faire pour que les conditions d'enseignement et ce qu'on a appelé la continuité pédagogique se réalisent. Néanmoins, on s'est quand même rendu compte que, les élèves les plus fragiles socialement, ceux qui n'avaient pas les outils, étaient en fragilité, que deux, il n'y avait pas une équité sur la pratique numérique des enseignants. Il y avait des GIC, il y avait des enseignants qui ont bidouillé, et puis des enseignants qui étaient en grande difficulté. Trois, que les questions d'alimentation, de flux des réseaux étaient parfois extrêmement inégaux sur le territoire. Et quatre, que les parents, y compris les parents des milieux sociaux les plus favorisés, étaient parfois en grande difficulté pour accompagner leur enfant. Je crois que tout le monde, là, a vu ce que pouvait être le métier d'enseignant au quotidien, parce que tous les parents sont devenus un peu enseignants, pères à la maison pendant cette période. Et donc, fin juin, début juillet, on a une réunion à Matignon, et là, le conseiller en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'époque, il a changé, a dit, mais qu'est-ce qui se passe si demain il y a une deuxième vague, si demain il y a une troisième vague, et qu'est-ce qui se passe pour renforcer la résilience
du système scolaire, mais aussi supérieur. Et il a demandé au ministère de l'Éducation nationale, au secrétaire général pour l'investissement, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de tester des modalités d'accélération du numérique, en sachant que ce n'était pas la première fois que l'État lançait un programme d'accélération. On a, au cours de l'histoire, à plusieurs moments, tenté de répondre à cette problématique de l'accès au numérique, de la capacité des enseignants et la capacité du système éducatif à pouvoir, on va dire, créer les conditions d'intégrer l'outil numérique au quotidien dans les classes. Mais là, il fallait le faire, il fallait le faire vite. Et donc, dans un mode, on va dire, commando, il a fallu imaginer d'identifier des territoires et de pouvoir y répondre à partir de 4 leviers, avec ces 4 leviers, avec une dimension du 4 leviers en même temps. C'est-à-dire Je trouve le mail. que... Vous m'entendez? Ouais. Ouais, bah ouais, je vais te l'envoyer. Puis je vais leur. C'est bon de couper vos micros? D'accord. Bah, je te fais ça tout de suite. Pas de problème, Régis. Merci, s'il vous plaît, de couper vos micros pendant l'intervention. Merci beaucoup. D'accord. Ouais, très bien. Super. Parfait. Merci, Régis. Bon, bah, je t'envoie. C'est bon, Olivier, on peut retourner. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, l'idée était de mobiliser 4 leviers et 4 leviers en même temps. Alors, le premier levier, qui était un préalable, c'était l'équipement. Donc, le plan devait aborder la question de l'équipement. Le deuxième levier, incontournable également, était la question de la formation des enseignants. Le troisième levier, c'était la mise à disposition de ressources éducatives permettant à l'enseignant de faire classe. Et le quatrième levier, c'était les parents. Donc, vous voyez bien que ces 4 leviers devaient répondre aux points de fragilité qu'on a pu observer durant cette période de confinement. Et la question du en même temps était une question fondamentale. On ne pouvait pas équiper 6 mois après, fournir les ressources, 1 an après, imaginer la formation et dans la continuité voir les parents. L'idée, c'était vraiment de pouvoir conjuguer le en même temps, ce qui était un exercice difficile. Donc, le choix des départements devait aussi correspondre à ce que peut être, on va dire, l'image de la France. Il nous fallait des zones rurales, il nous fallait des zones urbaines, il nous fallait des zones blanches, il nous fallait des toutes petites communes, des grosses agglomérations, il nous fallait des populations qui étaient en situation d'illettrisme, d'électronisme, et donc il nous fallait une variété avec des temps d'éloignement, d'accès, enfin, qui permettaient de pouvoir tester. Donc on était vraiment sur une démarche expérimentale qui continue aujourd'hui. Alors, en quoi ça a consisté, on va dire, la démarche de ce plan? C'était d'abord voir si les collectivités territoriales étaient intéressées. En sachant qu'on faisait quelque chose qui était un peu atypique, qu'on ne continuera pas comme ça, pour des raisons de moyens, pour aller vite, on a dû se dire, on ne peut pas prendre le temps d'échanger avec chaque collectivité pour voir dans quelle mesure elles peuvent cofinancer les différentes dimensions. Il fallait que l'État investisse à 100%. Donc sur les 2 territoires, de l'Aisne et du Val d'Oise, qui correspondaient aux caractéristiques, on va dire, de variété territoriale, on a dû aller vers 100% d'investissement d'État, c'est-à-dire qu'on a acheté tout le matériel. Alors, ce matériel, qu'est-ce que c'était sur la dimension équipement? C'était des kits robotiques, je crois que j'en ai entendu parler là sur une intervention que vous avez eue la semaine dernière, des kits robotiques qui étaient proposés aux élèves. C'était un équipement des classes. Le plan prévoyait l'équipement de 2700 classes élémentaires. C'était l'équipement des enseignants néo-titulaires. On a équipé 1000 enseignants qui démarrent dans le métier. C'était un kit hybride, une caméra 360 qui permettait de pouvoir à la fois enseigner et en même temps streamer pendant la classe et qui permettait d'imaginer qu'un groupe pouvait voir le cours à la maison, l'enseignant était en classe et c'était aussi un moyen de pouvoir, pour l'enseignant, créer des capsules vidéo, l'envoyer par mail. Enfin, c'est un objet qui a plusieurs fonctions. Donc ça, c'était pour la partie matérielle, plus un équipement pour l'équivalent de 15 000 élèves
qu'on a considéré comme en fracture numérique. Sur les 2 territoires, la moyenne des familles et des élèves qui n'avaient pas accès à un matériel informatique était autour de 5%. Donc, il a fallu effectivement investir sur ces équipements personnels. Donc, équipement des classes du premier degré en priorité, équipement également des collèges et lycées avec ce KID, cette caméra hybride, équipement comment dire, des élèves individuellement, équipement des néo-titulaires. Ça, c'était, on va dire, la première on va dire, salve de ces TNE, en sachant qu'il faut imaginer que ce matériel, c'est quelque chose de colossal. Pour vous donner un peu une idée, dans la DSEN du Val d'Oise qui a accueilli le matériel, l'ensemble du matériel, c'était 63 palettes. Et il y a eu environ 12 salles qui ont été complètement, on va dire, occupées pour entreposer ce matériel. Il a fallu le commander, ce n'était pas simple. Il a fallu l'accueillir, il a fallu le distribuer. Et ça, en essayant de contracter le temps. Avec l'idée que pour chaque école équipée, il fallait rencontrer évidemment l'élu, s'arranger pour que ça puisse correspondre à l'équipement minimum, voir si on ne pouvait pas investir pour rapprocher la fibre, voir où on installe le matériel, voir les modalités de diffusion du matériel individuel pour les élèves, pour les enseignants. Bref, quelque chose de titanesque. Avec l'objectif qu'on s'est fixé, il fallait qu'en décembre, 80% du matériel soit diffusé et qu'en décembre, il puisse être utilisé. Avec cette idée que si une deuxième vague arrivait, si une troisième vague arrivait, on n'en savait rien à ce moment-là, ça puisse être opérationnel. Ensuite, il y avait la partie qui était la partie ressources. Donc, c'était comment, on va dire, trouver des ressources, enfin, identifier les ressources, les labelliser et les mettre à disposition des différents enseignants des territoires concernés. Alors là, on a été en but à des difficultés qui étaient des difficultés d'ordre du marché, d'ordre d'identification des ressources, et on l'a fait en plusieurs étapes. Et là encore en cours, avec l'idée que ces ressources doivent permettre à l'enseignant à la fois d'enseigner dans la classe ordinaire, mais aussi de pouvoir enseigner à distance. Troisième partie, la formation. Donc la formation, on s'est appuyé évidemment sur les départements, sur les académies. On a créé des formations en ligne sur un site qui s'appelle Canotech TNE. Ces formations en ligne ont vocation à pouvoir permettre aux enseignants d'avoir des outils ou un outillage leur permettant de faire classe à la fois dans le quotidien, mais aussi à distance. Et puis, il y avait le quatrième volet, qui était celui des parents. Donc là, on s'est appuyé sur une interface qui est une structure associative qui s'appelle la Trousse à projet, qui est un groupe d'intérêt public qui, pendant la crise, avait, comme beaucoup d'associations et beaucoup de structures, facilité le lien entre les besoins exprimés par des familles ou des élèves sans matériel et avait, grâce à des systèmes de dons de fondation, permis d'équiper un nombre de familles en France important. Donc ce GIF Trousse à projet était positionné pour accompagner la problématique de la parentalité, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on puisse rapprocher les parents de l'école via le numérique, avec une caractéristique, c'est que, évidemment, cette trousse à projet dans l'Aisne et dans le Val d'Oise n'avait pas forcément vocation à le faire. L'idée, c'est qu'elle s'appuie sur le tissu associatif qui était important, sur le tissu des services de l'État pour qu'elle puisse le faire. Donc, ce plan est en cours. Donc, ces 4 volets ont été lancés avec, finalement, à la fois des lignes de force et à la fois des lignes de faiblesse. Alors, les lignes de force, c'est que finalement, l'engagement de l'ensemble des parties prenantes a été colossal. Que ce soit les cadres de l'éducation nationale, que ce soit les ministères, que ce soit les enseignants, tous ceux qui ont été embarqués ont fait un travail important pour essayer justement d'être dans cette accélération. Deuxième élément, les élus, qu'on venait voir du jour au lendemain en disant bah, écoutez, on a, je ne sais pas, 3, 4 de vos classes à équiper, ont été également extrêmement présents, attentifs et ont facilité les choses. Donc ça, c'est les aspects positifs. Et on peut dire qu'au mois de décembre, notre cible est en partie atteinte. L'équipement est déployé, les formations existent, les ressources, même si elles sont encore incomplètes, elles vont être alimentées dans les mois à venir, sont présentes. Et le travail auprès des structures locales associatives des familles ont tous été, on commence à être engagés.
Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des lignes de faiblesse. Les lignes de faiblesse, c'est que l'éducation, c'est un temps long. Et même si on veut faire vite, on se rend compte que ce projet TNE, qui à la fois, et je le répète, vise à créer les conditions d'une continuité pédagogique en cas de crise, mais vise aussi à améliorer qualitativement, on va dire, l'acte d'enseigner grâce au numérique. On sait tous, on est à Ruraltis, l'outil numérique n'est pas magique, c'est un outil qui doit permettre d'améliorer, de faciliter l'inclusion des élèves, la diversification classique des élèves et répondre de manière plus individuelle à ce qu'ils sont pour les faire progresser. Et ce projet avait vocation et a encore vocation à permettre de pouvoir amplifier l'enseignement. Donc, sur cette dimension-là, on se rend compte que le temps est un temps qui doit être long. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de magique dans l'éducation nationale. Deuxième élément d'amélioration, on s'est rendu compte que le lien avec les élus, et c'est bien qu'il y ait des élus ici, aurait pu être meilleur. C'est-à-dire qu'on a confié au niveau local l'explicitation de ce projet, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'élus qui n'étaient pas forcément dans la boucle, ou pas suffisamment dans la boucle. Et on s'en est rendu compte parce qu'on a fait des réunions sur place, et il y a environ un mois, Sébastien était présent, on a fait un webinaire qu'on avait lancé comme ça pour voir qui serait présent, pour pouvoir répondre aux questions qui étaient liées au TNE. Et à notre grande surprise, on a eu près de 200 élus qui se sont présentés. Alors, très positif, très content, mais avec cette souhait, cette volonté d'être associés de manière plus forte. Donc, Pierre dans notre jardin, effectivement, à un moment donné, il y a une décision nationale. Il y a la volonté de tester quelque chose, de faire de 2 départements, de 2 démonstrateurs qui vont permettre, je vous le dirai après, d'amplifier cette politique publique. Néanmoins, cette question d'adresser correctement les échelons locaux et les élus, c'est important. Troisièmement, on s'est rendu compte qu'on avançait très vite, mais il ne fallait pas oublier les enseignants. Les enseignants vivent aujourd'hui la crise sanitaire, qui est quelque chose d'extrêmement compliqué, une fatigue liée à leur activité, et je pense à ceux qui doivent jongler avec des élèves absents, des élèves malades. Enfin, on se rend bien que les écoles, les collèges et les lycées ploient sous une charge, on va dire, mentale qui est importante. Et donc là aussi, on peut très bien proposer les meilleures formations du monde. On peut proposer les meilleurs équipements du monde. Il faut aussi prendre en compte une réalité, on va dire, qu'il faut entendre et partager, du trop-plein. Et donc là aussi, cette dimension de temporalité doit être intégrée au projet. Donc sur la capacité, on va dire, de l'État, à un moment donné, à se dire, est-ce qu'on est capable demain de pouvoir, au niveau national, dans un temps très court, déployer de l'équipement, des formations, répondre à la fracture numérique, accompagner les parents, oui, mais ce temps ne peut pas être, on va dire, concentré sur quelques mois. Ce projet TNE, je pense que d'ici la fin de l'année, donc d'ici, on va dire, encore quelques mois, aura pris son envol. On est là, l'avion roule sur la piste, il a commencé à lever le nez, mais il faudra encore quelques mois pour arriver à répondre à toutes ces questions. Après, on a fait un choix très fort de mettre des évaluations extrêmement musclées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est observé. On a un groupe d'inspection générale, d'inspecteurs généraux qui observent le dispositif. On a pris des laboratoires de recherche qui sont présents pour pouvoir voir les effets sur les familles, sur les élèves, sur les enseignants, sur les débutants. On a des groupes d'observation qui doivent voir si, d'ici 1 an, 2 ans, il y a réellement une plus-value du en même temps, ressources, équipements, formation, parents. Donc, on a un dispositif qui est important. Pour vous donner une ordre de grandeur, ce démonstrateur coûte pour l'État 27 millions d'euros sur 3 ans. Donc, c'est colossal. C'est une très grosse somme d'argent. Et dans ces 27 millions d'euros, on a prévu une enveloppe d'évaluation de 600 000 euros, ce qui est énorme quand on prend le ratio évaluation-coût. Parce qu'on a envie de voir, on a envie d'apprendre. Dans le cadre de la préparation du PA4, je vous disais pour ceux qui étaient là au début que
ce projet rentre dans le troisième programme d'investissement d'avenir. Dans le cas du plan d'investissement, la quatrième génération, le PIA4, le Premier ministre va annoncer bientôt une stratégie d'accélération qui a pour nom enseignement et numérique. Dans cette stratégie d'accélération qui a deux vocations uniques. Premièrement, permettre un outillage renforcé de l'outil numérique dans le quotidien des classes et des universités, faire en sorte que le numérique devienne un élément, on va dire, d'amélioration de notre système éducatif. Et deuxièmement, soutenir la filière EdTech. Donc cette stratégie d'accélération va être annoncée, elle devait être annoncée samedi dernier, et puis il y a eu une autre actualité, elle va être annoncée dans les jours à venir. Dans cette stratégie d'accélération, qui a plusieurs volets, hein, je pourrais répondre aux questions, un volet recherche-développement, un volet programme de recherche, un volet d'aide au déploiement, enfin il y a un certain nombre d'outils qui vont être mobilisés, avec une somme colossale hein, qui va être proposée par le Premier ministre et les ministères associés. Il y a l'idée de prévoir une montée en puissance de CTN. Pourquoi monter en puissance? Parce qu'il faut qu'on continue à explorer ces démonstrateurs. On a vu ce qu'on était capable de faire, il faut qu'on fasse mieux. Il est prévu 10 nouveaux territoires qui représentent la France encore plus que l'Aisne et le Val d'Oise, des territoires de montagne, des territoires littoraux, des territoires ultramarins. Et le principe, c'est de lancer ces démonstrateurs en prenant encore une fois l'idée du en même temps, équipement, ressources, formation, parents, et les proposer à une plus grande échelle, avec peut-être une dimension de ressources qui sera plus importante, une dimension de formation qui sera plus importante, une dimension d'équipement qui sera moins importante, qui couvrira le premier et le second degré. Et l'idée, et c'est une idée qui est vraiment transparente avec les deux ministères, enfin, pour le premier degré, le second degré pour le ministère de l'Éducation nationale, mais on va faire la même chose pour l'enseignement supérieur, pour les universités. L'idée, ah oui, merci d'expliquer les acronymes, je suis désolé, je vais essayer de faire un effort. Donc l'idée de passer de 2 démonstrateurs à 12 démonstrateurs, c'est qu'à un moment donné, on va basculer au national. C'est-à-dire que là, on prépare, on va dire, un terrain qui sera peut-être en 2022, en 2023, en 2024, de pouvoir à un moment donné, au niveau national, finalement se retrouver un très bel niveau d'équipement numérique, et ça intègre évidemment le haut débit, à une capacité d'offrir des ressources en accès libre aux enseignants, de proposer un accompagnement de formation qualitatif, mais également de pouvoir accompagner les parents qui peuvent être souvent en fracture numérique. Voilà. Je pense que j'ai tenu à peu près ma demi-heure. Je préfère maintenant laisser la place aux questions. Je suis désolé pour les acronymes, je les expliquerai en cours de route. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Olivier. Donc la parole est à la salle, la parole est libre, bienveillante comme toujours, hein, à Ruralitique. Donc qui veut poser la première question? C'est toujours la plus difficile. Donc en général, je désigne complètement au hasard. Bonjour, Pierre-Louis Merci. Gabam du Conseil départemental des Landes. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Si vous pouvez mettre votre caméra, comme ça on vous verra en plus. Ah, pardon, je vais mettre la caméra. Le département des Landes, ça fait 20 ans qu'on a une opération d'équipement individuel des élèves et des collégiens. Et moi, ce qui m'intéresse dans le propos de M. Vandar, c'est qu'il puisse, parce que c'est un ancien d'Azen, préciser exactement ce que le site du ministère entend par les impacts attendus. Et notamment lorsque, alors vous avez employé monsieur, améliorer la qualité des enseignements et amplifier ces derniers. Le site du ministère, lui, identifie deux points qui sont les mêmes depuis 20 ans, mais ça ne fait pas de mal de les préciser. Obtenir un effet transformant des pratiques d'enseignement des professeurs, obtenir un effet transformant des stratégies d'apprentissage des élèves. Alors, qu'entendez-vous exactement par ces termes? Comment souhaitez-vous les faire vivre, les porter à la connaissance des enseignants, des personnels de direction,
des IAIPR, de façon à ce que on ne reste pas dans des généralités qui n'engagent à rien, mais qu'on détermine très exactement où est-ce qu'on veut aller, puisque vous employez le terme d'impact, qui est un terme à connotation militaire. C'est donc, il y a une idée centralisatrice derrière. Est-ce que les enseignants auront les attendus, les objectifs vers quoi ils doivent aller? Ça, c'était ma première question. J'en profite. J'en ai une deuxième qui concerne la formation. Bien entendu que dans le Val d'Oise et dans l'Aisne, des plans de formation avaient été lancés. Moi, à ce jour, depuis 20 ans, dans le département des Landes, et je suis observateur de ces plans numériques depuis un certain temps, c'est la palissade, un mantra que j'entends. Naturellement, l'État s'occupe de la formation des enseignants, sauf qu'il n'y a à aucun moment d'indicateurs, de mesures, de tableaux de bord. La formation des enseignants est considérée sans doute comme un élément de ressources humaines et pas comme un élément permettant de travailler sur une gouvernance au sein d'un EPLE. Un chef d'établissement sait-il, sur le nombre d'enseignants qu'il a, quels sont les enseignants qui ont fait une formation la première année, il y a 2 ans, il y a 3 ans, qui échappent aux formations. Et idem pour les collectivités qui doivent équiper les établissements, peu importe le niveau d'ailleurs, elles n'ont absolument aucune visibilité sur les enseignements. Est-ce que l'État remplit bien sa part de contrat? Combien d'enseignants, combien de formations ont été dispensées sur la première, deuxième année? Est-ce que ce sont les nouveaux arrivants? Est-ce que, enfin, on peut imaginer tous les indicateurs qu'on veut. On a bien recherché au sein de la prose du ministère, on n'a jamais trouvé ces indicateurs-là. Alors, on aimerait bien en avoir quelques-uns. Voilà. Bien, merci Pierre-Louis. Donc, impact d'un côté et critères d'évaluation du suivi et de la formation des professeurs. C'est ça. Merci pour ces questions. Elles sont à la fois centrales et en même temps, alors, je vais y répondre, et je pense que la réponse que je ferai mériterait peut-être une autre demi-heure qu'on n'a pas. Donc, je vais essayer d'être le plus synthétique possible sur ce que je peux vous répondre. Alors, moi, je ne suis pas le ministère de l'Éducation nationale, même pas. Je travaille en interministériel, donc je peux pas parler au nom de l'Éducation nationale. L'Éducation nationale a été au cœur de cette démonstration. Ça veut dire qu'elle a aussi un besoin fort de pouvoir évaluer ce que peut être un outil numérique maîtrisé pour améliorer les résultats des élèves et pour améliorer l'acte d'enseignement. Tout le monde sait ici que nos résultats PISA ne sont pas bons. Tout le monde sait ici qu'aujourd'hui, les inégalités sociales donnent des inégalités scolaires dont personne ne peut se satisfaire. Et sans que l'outil numérique soit magique, des travaux de recherche internationaux, mais aussi français, ont montré que pour des populations scolaires fragiles, pour des populations scolaires porteurs de handicap, l'outil numérique pouvait améliorer de manière, on va dire, importante la transmission des connaissances et la capacité des apprentissages dans le premier et second degré. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'État investit des moyens sur la dimension numérique, c'est qu'il pense que c'est un moyen, parmi d'autres, hein, et vous avez parlé de la formation, qui ne peut pas être que numérique, qui ne doit pas être que numérique, mais qui doit faire partie, on va dire, des choses sur lesquelles je pense qu'il y a des marges de progrès. Vous avez souligné les incohérences. Mais en tout cas, l'impact attendu, c'est de mesurer. Alors, ce n'est pas forcément... peut-être qu'on se trompe et peut-être que les résultats des TNE Val d'Oise-Aisne, mais aussi des autres territoires, ne montreront pas significativement une capacité d'amélioration des résultats des élèves.
Et dans ce cas-là, il faudra trouver autre chose. Mais en tout cas, on ne peut pas rester là où on en est. Et donc là, on est sur une piste parmi d'autres. Et je vous parlais tout à l'heure de la stratégie d'accélération enseignement numérique. Dans cette stratégie, il y a des moyens colossaux qui sont dédiés à des programmes de recherche pour justement regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On a des chercheurs en France en sciences pour l'éducation, de d'ailleurs plein de disciplines, qui travaillent au quotidien, et on va leur demander de travailler davantage, en lien avec le numérique pour voir les effets et les choses qui peuvent être une vraie plus-value pour l'enseignant et pour les élèves. Alors, oui, il y a des moyens d'État qui sont mobilisés, il y a nos impôts qui sont mobilisés, donc on attend des résultats permettant de réduire la fracture numérique, permettant de pouvoir mieux faire réussir des élèves qui sont en fragilité. Sur la deuxième question sur la formation, alors, je suis d'accord avec vous, moi je peux déplorer qu'au sein des ministères, mais pas seulement l'éducation nationale, hein, vous allez dans le ministère de la Santé, c'est la même chose. Alors, il y a des ministères qui s'en sortent le mieux, mais je rappelle quand même le volume, hein. L'éducation nationale, c'est presque 1 million de fonctionnaires, 850 000 enseignants, le reste en administratif. J'aimerais bien qu'il y ait une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, une GPEC, avec une capacité de pouvoir pour chacun savoir quelle formation ils ont suivi, quelles compétences ils ont, pour pouvoir finalement mieux accompagner ces enseignants qu'on ont effectivement pour lequel ce serait nécessaire. Et la formation, ça rentre dans cette gestion prévisionnelle de carrière. Je pense que c'est un travail qui a complètement engagé l'éducation nationale. Je pense qu'il y a des choses qui vont, dans le cadre des mois à venir, qui vont peut-être permettre d'alimenter cette… en tout cas, de répondre mieux à cette question de comment on fait le lien dans les formations qu'on a, comment le chef d'établissement ou le directeur ou même l'enseignant peut valoriser ses formations, comment il peut continuer à progresser tout au long de la carrière. C'est des sujets qui sont essentiels. De l'autre côté, dans cette dimension, on va dire, formation pour les TNE, il y avait deux choses. Offrir un portail d'auto-formation, mais aussi de formation présentielle sur le numérique, c'est en cours et c'est fait. Et deuxième, enfin en présentiel, pas trop en ce moment vu les conditions sanitaires, mais en distanciel, c'est fait. Et faire en sorte que les formations obligatoires, notamment en premier degré, soient organisées en utilisant les outils numériques. C'est-à-dire, quand on fait des formations en français, en mathématiques, qu'on puisse montrer comment l'outil numérique peut finalement être un élément d'augmentation, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, de l'enseignant. Merci Olivier. Donc, Denise Ménard, une question soutenue d'ailleurs par Pierre-Louis, puis après je passerai la parole à Guillaume Denisot de l'ADF. Denise, c'est à vous. Bonsoir et merci. Donc, je suis suppléante du député de la Dordogne. Je voulais savoir quels étaient les départements puisque vous avez parlé de 10 nouveaux territoires, donc quels étaient les départements qui sont retenus, s'ils sont déjà retenus, et au cas où ils ne seraient pas encore retenus ou choisis, y a-t-il une démarche à entamer pour pouvoir se positionner au nom par exemple, de la Dordogne pour être un peu m'auto-satisfaire. Voilà, merci. Ça ne fait pas de mal. Alors, les territoires sont, pour l'instant, la liste est faite, hein, ils ont été choisis par le ministère de l'Éducation nationale et validés par les services du Premier ministre. Je ne peux pas les communiquer parce que c'est le Premier ministre qui les communiquera dans son annonce sur cette fameuse stratégie d'accélération enseignement numérique. Voilà. Et c'était la question de Pierre-Louis Gavame. Quels ont été les critères de choix, parce qu'on sent qu'il y a une cote mal taillée dans le sens où il faut effectivement, après un département plutôt urbain, un département plutôt rural, aller chercher montagne, littoral, outre-mer. Comment s'est construit le choix avec aussi la bonne volonté des académies concernées ou les compétences en place localement? Quelle a été la méthode? Alors, il y a eu d'abord cette diversité territoriale qui était un des premiers critères. Le deuxième critère, c'était de couvrir le maximum de régions académiques. Vous savez que l'éducation nationale, c'est un département, une académie, une région académique. L'idée, c'était de couvrir le maximum de régions académiques. L'idée, c'est d'adresser l'ultramarin. Et à partir de là, on a fait des choix. À chaque fois qu'on a identifié préalablement un territoire, il y a eu quand même une consultation d'élus. Donc, on va dire que les choses sont à peu près affinées. Néanmoins, je vous le dis parce que comme il y a des élus départementaux,
on a l'idée pour des départements qui sont engagés particulièrement sur le numérique et qui ont, on va dire, investi le fameux cycle 3, vous savez, ce cycle qui permet l'interface M1, CM2, 6e. Hein. Comme ça, je délivre les acronymes. Pour des départements qui seraient prêts à équiper particulièrement le cycle 3, de pouvoir voir avec eux dans quelle mesure on ne peut pas les labelliser en tant que TNE et on mettrait à disposition des moyens importants pour on va dire, supporter une offre de ressources éducatives, payante, hein, qu'on financerait totalement, mais également de formation. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, et on a déjà des départements qui nous ont approchés, notamment des départements d'Île-de-France, donc pas loin du Val d'Oise, qui nous ont dit, nous, on serait intéressés pour avoir le label TNE et pour pouvoir faire partie de cette stratégie d'accélération du numérique, en échange de quoi nous, on s'engage sur une partie équipement forte, mais vous venez avec la capacité de financer des ressources, y compris des ressources locales, parce que je ne l'ai pas développé, mais dans les ressources locales, il y a des ressources nationales, mais on va demander au département de lancer des appels à projets pour identifier des ressources qui correspondent, on va dire, aux besoins locaux. Tout le monde n'a pas le même ENT, tout le monde n'a pas… On a parfois des entreprises qui existent sur les territoires qu'il faut pouvoir faire grandir. Voilà, je pourrais préciser si vous le souhaitez. Donc, on a ces 10-là, enfin ces 12 avec l'Aisne et le Val d'Oise, mais on laisse la porte à d'autres départements qui souhaiteraient, mais ça, c'est des choses qu'on pourrait tout à fait discuter évidemment avec le ministère de l'Éducation nationale, pour pouvoir ouvrir et agrandir, on va dire, le nombre de territoires numériques éducatifs avec un engagement mutuel. Merci Olivier. Côté Assemblée des départements de France, j'imagine que ce sujet intéresse particulièrement deux commissions, hein, d'ailleurs deux commissions présidées par des Auvergnats, Bruno Faure du Cantal pour l'éducation et Claude Riboulet pour l'innovation, président de l'Allier. Guillaume, comment l'ADF regarde-t-elle effectivement ce dispositif? Oui, bonjour. Alors, concernant ce dispositif, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, on est tout à fait ravis que l'État mette de l'argent dans ce type de programme. Je vais le dire, n'y voyez pas d'agression, mais il n'y a pas si longtemps, la Cour des comptes a fait un rapport, on va dire, spécialisé et a pointé du doigt que les départements, globalement, ces dernières années, avaient investi 850 millions d'euros dans le numérique, les régions à peu près la même somme, et l'État en face avait investi 150 millions. Donc on voit quand même la disparité à ce niveau-là. On est ravis, d'autant plus qu'on puisse, je dirais, adresser on verra ce qu'il y a. adresser un certain nombre de territoires. On est quand même, excusez-moi, mais je suis quand même un petit peu choqué de découvrir ces territoires, de devoir attendre des déclarations du Premier ministre pour découvrir ces territoires, alors que par ailleurs, on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale, mais on travaille aussi sur la relance avec le ministère de la Transformation publique, avec le secrétariat d'État au numérique, un peu choqué qu'on nous mette, je dirais, devant le fait accompli, sans qu'on sache exactement sur quels critères on aura fait ce choix, et sans qu'il y ait un minimum de consultation qui puisse être faite. Par exemple, personne de la Dordogne qui propose sa candidature. Voilà, ce sont des choses qui normalement, et ça ne prend pas énormément de temps, hein, peuvent se faire l'objet d'un échange préalable tout à fait moteur et dans un bon esprit, hein. Soyons bien clairs, c'est dans un bon esprit. Moi, je suis ravi d'entendre enfin, je dirais enfin, la notion de cycle 3. Hein. Donc franchement, c'est quelque chose qu'on attendait. Pourquoi pas, puisque chacun a sa responsabilité, les départements s'occupent de l'équipement et l'État s'occupe des ressources pédagogiques. C'est comme ça qu'a été mis en place le système. Mais ça veut dire, dans combien de temps, alors, on va
envisager une généralisation de ce schéma. Parce que, quand je dis cela, parce qu'un certain nombre de départements sont engagés auprès des territoires, ont des contrats de territoire pour aider justement les communes et les intercos, et notamment dans le milieu rural, à s'équiper. Et donc, tout cet ensemble-là, il faut qu'on ait une perspective. Vous comprenez bien qu'on comprend l'intérêt d'un démonstrateur ou de plusieurs démonstrateurs. Néanmoins, on a besoin rapidement de perspectives pour savoir comment on engage éventuellement les phases suivantes de soutien sur ces territoires. Et je réappuie pour terminer sur ce que disait Pierre-Louis Gavane. Très clairement, je peux comprendre éventuellement que sur la formation, puisqu'on est sur un système qui est entièrement État, vous n'ayez peut-être pas obligatoirement les mêmes exigences que celles que nous pouvons avoir. Pour nous, pour le reste on a équipé énormément de collèges, énormément de lycées pour les régions ou d'autres établissements scolaires. On a besoin véritablement de comprendre et de savoir comment ces équipements sont pris en considération par les enseignants, par les élèves. Comment on doit faire mieux, si on doit faire mieux. Voilà, c'est vraiment très clairement le sens de mon intervention est positif, hein, pas du tout. C'est pas en sens d'une critique, mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir ces éclairages supplémentaires. Merci, hein. Enfin, je vous rejoins complètement, hein. Et c'est tout l'enjeu des TNE, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de l'apprentissage qu'on a fait sur les 2 premiers. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à démontrer l'utilité, on va dire, dans l'intérêt des élèves, de déploiement d'outils numériques, alors que la collectivité, vous l'avez rappelé, met des moyens importants, on passe à côté de la cible. Le travail, là, c'est de pouvoir travailler en lien entre l'envie, l'engagement des élus et ce que réellement il se passe effectivement dans la classe. Alors, on a besoin, je pense que tous les élus parlent au quotidien avec les enseignants, hein, mais si ça peut être renforcé par les travaux de recherche qui vont dire que cet outil, cette méthode, l'inclusion de cet outil a une véritable pertinence dans la transmission et dans les apprentissages, c'est quelque chose sur lequel nous, on a envie d'avancer. Alors, sur les territoires, je n'ai pas été très bavard et je vois des remarques dans le fil de l'information. Indépendamment du choix de la diversité locale, on a été dans les territoires aussi où on avait identifié une fracture numérique qui était identifiée. On a des outils, hein, vous avez cité le secrétaire d'État au numérique, hein, Cédric O. Il y a un certain nombre de statistiques qui nous permettent de pouvoir faire un choix. Alors, évidemment, moi, je voudrais bien vous donner les territoires. Bon, d'abord, je ne suis pas Premier ministre et je ne le serai pas. Mais deuxièmement, il faut bien comprendre qu'il y a là un engagement de l'État qui est très fort sous une forme d'expérimentation. Et quand on me dit qu'on sait que ça sera généralisé, eh bien, si on arrive à prouver sur les 12 territoires que ça a un impact, que les enseignants s'y retrouvent, que les familles s'y retrouvent, que les élèves s'y retrouvent et que les élèves s'y retrouvent, je pense que la généralisation sera… Voilà. Mais se lancer au niveau national sans qu'on vérifie, là on teste, hein. C'est vraiment de l'expérimentation. À tel point que sur les 2 territoires dont je vous ai parlé, ce n'est pas tous les départements qui sont touchés. Sur le Val d'Oise, c'est grosso modo 30% des élèves, hein. Sur l'Aisne, c'est un peu plus. C'est même beaucoup plus. Mais on est vraiment là, c'est un laboratoire d'expérimentation et qui doit justement être évalué et qui doit être, on va dire, expérimenté avec une chose qui est essentielle, c'est l'accord et l'engagement des élus. Si les élus ne sont pas là, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a la suite qui doit… Est-ce que vous me permettez d'intervenir une petite seconde, juste? Allez-y. C'est juste sur un point. Est-ce que vous avez utilisé l'indice de fragilité numérique élaboré par le SGAR Occitanie et utilisé par la MENNU? Oui, absolument. Merci pour cet apport.
Alors, je vais vous le dire très franchement. Alors, je vous arrête. C'est un des indicateurs, ce n'est pas le seul, mais c'en est un, absolument. Je vous Alors, écoute. en l'état, nous estimons que cet outil est non seulement perfectible, mais largement déformant sur l'ensemble. Donc, on est à votre disposition pour échanger, si on peut Avec plaisir. améliorer cet outil avec vous et avec la caisse et avec quelques-uns. D'accord. Et merci en tout cas pour ce travail. Ça a été un des indicateurs, mais vous avez raison de le dire, on l'a utilisé, bien sûr. Ah. Alors, on a encore d'autres types de questions. On a donc une remarque de Madame Hérault qui nous dit qu'aujourd'hui, les logiciels RH de l'Éducation nationale ne permettent pas forcément de suivre les formations effectives de l'ensemble des enseignants. Donc, voilà, ça c'est… Alors, j'étais plus sur les systèmes d'information de l'enseignement agricole, hein, c'est-à-dire du ministère de l'Agriculture, parce que je ne me permettrai pas de parler de ceux de l'Éducation nationale. Ils sont vraiment obsolètes, vieillissants chez nous, et d'autant plus que les enseignants se forment par différents on va dire, modalités. Il y a évidemment ce que nous, on leur propose, mais il y a ce que proposent nos partenaires, typiquement l'Éducation nationale, hein, qui, par la plateforme Magistère, propose des formations auxquelles on n'a absolument pas de retour. Et puis, on a aussi l'auto-formation qui fait partie et qui est un élément essentiel de leur montée en compétences. Donc, voilà, on a des systèmes qui sont un peu vieillissants, qui mériteraient d'être améliorés. Ça nous permettrait de connaître un petit peu les choses, mais en même temps, on a aussi une exhaustivité qu'on n'aura jamais. C'est ça ce que je voulais dire. Je me permets d'intervenir, Oui. excuse-moi Sébastien, sur l'agriculture et sur le ministère de l'Agriculture. Dans les 10 prochains territoires, les établissements relevant du ministère de l'Agriculture seront concernés. Hein, voilà. On ne l'a pas fait sur le l'Aisne et le Val d'Oise pour des raisons plus de temporalité. Sur les 10 prochains, l'ensemble des établissements relevant du ministère de l'Agriculture seront concernés par le projet Territoire numérique éducatif. Voilà. Est-ce que l'état des lieux est meilleur en termes de système d'information RH au sein de la grande maison de l'éducation nationale, ou est-ce que là aussi c'est perfectible, j'imagine? Oui, mais tous les systèmes d'information des ministères sont perfectibles. C'est extrêmement compliqué. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience et il y a des travaux qui sont faits par la DGRH, le ministère de l'Éducation nationale, qui sont des travaux qui devraient permettre de pouvoir réfléchir à une meilleure, on va dire, un meilleur suivi et des choses qui devraient quand même nettement changer les choses. Et aller vers cette GPEC que vous appeliez de vos voeux. Absolument. Question posée par Benjamin Viau sur la question des EdTech. Oui, Bernard Gauthier, je vous donne la parole juste après. Et qui intéressera certainement les membres de la FINEF, Jennifer Elbaz en tête, ainsi que Patrice Sulès. Est-ce qu'on doit effectivement, dans le cadre de cette seconde vague, je rentre ce mot maintenant, de 10 territoires, à des commandes vers la EdTech, ou est-ce que tout sera confié à Canopé, nous demande Benjamin Viau. Alors, connaissant bien Benjamin, merci pour la question, Benjamin. En fait, la question des ressources, elle est en train d'être travaillée avec un souhait fort, c'est que les EdTech soient renforcés d'engagement dans les TNE. Ce qui veut dire que, pour vous donner un exemple très concret, on va lancer un marché national sélectif pour les 12 territoires où les entreprises de la EdTech pourront candidater. Le département du Val d'Oise, s'associant au département de l'Aisne, a décidé de lancer un appel à projet que l'on finance quasi totalement, enfin il finance aussi, pour pouvoir identifier des ressources pour les élèves qui seraient dans les ENT et dans les tablettes. C'est un appel à projet d'1,5 million d'euros, c'est pas rien. L'appel à projet national sera de plusieurs dizaines de millions d'euros et aura pour vocation de pouvoir aller labelliser, enfin identifier les meilleures solutions, les labelliser par un comité scientifique, les acheter pour les mettre à disposition de l'ensemble des enseignants et des territoires, des TNE, pour une durée de 3 ans. Donc oui,
ces moyens seront, c'est une des idées de la stratégie, c'est renforcer la EdTech, qu'on a une très belle filière qui peut, à mon avis, être parmi les meilleures au monde. Et l'idée de cette stratégie, c'est de la renforcer et lui donner la capacité d'encore plus exceller pour être concurrente à l'échelle européenne ou internationale. C'est vraiment une volonté. Il y a une question effectivement du choix des ressources qui est relayée par Marie-Lise Knepper et Romuald de Guégan. On va y venir tout de suite, mais juste avant, Bernard Gauthier avait levé la main. Oui, je voulais intervenir. Vous parlez de l'implication des élus. OK, j'ai bien entendu, mais il y a quand même 3 niveaux d'élus, c'est-à-dire les régions pour les lycées, les départements pour les collèges et les communes rurales rurales et les villes aussi pour les écoles élémentaires, primaires et maternelles. Alors, comment allons-nous être sollicités? Et est-ce que ça veut dire que si on n'appartient pas à un département, à des 10 départements qui ont été retenus, est-ce qu'on aura droit aussi à des subventions? Alors, bon, déjà, si vous n'êtes pas dans les 10 départements et 12, il est évident que vous n'êtes pas concerné par les TNE, sauf si effectivement, il y a un département ou une région qui décide d'y aller et qui participe à l'équipement et qui travaille avec l'État pour voir ce qui est envisageable. Néanmoins, c'est la première réponse. Deuxième réponse, je pense que ce projet va s'étendre dans une temporalité que je ne connais pas, mais en tout cas, c'est la vocation. Donc, en fait, vous avez bien vu, on commence par 2, on fait 12, on regarde ce qui se passe, et ensuite, l'idée, c'est de poursuivre cette extension. En tout cas, c'est la volonté. Deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le plan de relance qui arrive, je crois que c'était cité par un élu tout à l'heure, un plan de relance important qui a prévu de pouvoir soutenir tous les territoires ruraux qui n'ont pas l'équipement de base. C'est un appel à projet qui va sortir ou qui est sorti. Alors, vous connaissez tous ENIR, hein, équipement numérique et innovation dans la ruralité. Il y a eu plusieurs appels à projets. D'ailleurs, c'était nous, le GPI, qui le financions. Hein. Il y a eu dernièrement Label École Numérique, qui est un appel à projet de 15 millions d'euros. Je crois qu'il y a 3400 écoles en France qui vont en profiter. Et donc là, il y a le plan de relance qui va être un effort supplémentaire pour pouvoir équiper ces écoles, en plus de ce qui se passe avec les territoires. Donc oui, vous aurez, je pense, dans le cadre du plan de relance, une réponse. Et sur la dimension TNE qui embarque les autres aspects, j'espère que l'extension, si vous n'êtes pas dans les départements, se fera suffisamment vite pour que vous puissiez vous engager auprès d'elle, parce que c'est vraiment une belle chose. Merci Olivier, merci Bernard. C'est vrai que ça pourrait être utile aussi à un moment donné de consolider l'ensemble de ces dispositifs sur une plateforme à expliquer aux élus, parce qu'on peut souvent s'y perdre malheureusement. Il y a beaucoup de choses et elles sont toutes pertinentes, seulement voilà, difficile d'avoir parfois une vue d'ensemble. La question des ressources, Michel Pérez de l'ANAE a également rebondi. Il y a une triple question, c'est-à-dire comment à la fois faire un marché global, tout en conservant le choix de l'enseignant par rapport aux ressources qu'il veut utiliser, et en même temps sécuriser ce choix. Je résume les 3 questions de Marie-Lise Knepper, Romuald de Guégan et Michel Pérez. Sébastien, vous pouvez répéter en synthétique comme vous l'avez fait? Parce que j'étais en train de lire en même temps les questions, je suis désolé. Oui, alors, comment, à travers un marché global, garantir le libre choix des ressources par l'enseignant tout en sécurisant ce choix? Voilà. OK. Alors, on commence de Michel Pérez. Est-ce que dans le comité scientifique qui doit opérer ce choix de catalogue, est-ce que les enseignants sont partie prenante? Alors, oui, des enseignants, des représentants d'enseignants seront partie prenante. 2, ce sont une mise à disposition, il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire qu'on va dire aux enseignants, voilà, vous avez peut-être sur les apprentissages premiers, la lecture, ces 4 ressources qui sont reconnues comme étant efficaces. Vous prenez celle que vous voulez, il n'y a aucune obligation. Et à partir du moment où ils les utilisent, ils ont une formation ad hoc qui va avec. Et puis, à partir du moment où ils les utilisent, il y a une formation, on va avoir des laboratoires de recherche qui vont voir quels effets ça a sur les apprentissages au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Et on va le faire sur X nombre d'enseignants. Et au bout d'1 an,
et de plusieurs milliers de cas d'usage, on saura si cette ressource a du sens pour l'enseignant, pour l'élève. Et si elle a du sens, eh bien, on considérera que le marché doit durer, parce qu'on fera des marchés, on va dire, par lot. Et si ça n'a pas de sens, ben cette ressource tombera parce qu'on se rend compte qu'elle n'a pas d'effet, que l'enseignant n'y retrouve pas, qu'il n'y a pas d'effet sur les apprentissages. Donc, on est sur quelque chose où on n'est pas avec 40 ressources qu'on donne comme une espèce on va dire, de catalogue. On est plus sur des ressources qui vont être proposées aux enseignants. Ils ne les choisiront pas, ils ne les utiliseront pas. S'ils les utilisent, il y a un engagement de suivi, il y a un engagement de formation et un engagement d'évaluation. Donc, c'est plus une démarche de labellisation d'un certain nombre de ressources. Elles sont tamponnées valides et on choisit dans ce catalogue-là. Pierre-Louis Gavam nous questionne sur la dynamique d'appel à projet qui peut créer des disparités entre territoires. Il y a ceux qui dégainent, il y a ceux qui ne dégainent pas, ceux où ça marche plus ou moins bien. Donc, de fait, il nous rappelle que le rapport de la Cour des comptes revendiquait un service public national. Peut-être qu'à l'oral, Pierre-Louis peut peut-être brièvement développer, mais… Non, mais vous avez… C'est juste pour mémoire. On fait pas de la politique en regardant le rapport de la Cour des comptes, ça, je sais bien, mais en même temps, l'unité nationale et en même temps des appels à projets. Donc, on se demande si parfois il y a de la cohérence. C'est tout. Hein, c'est pas… Alors, les appels à projets, en tout cas, là, les 10 territoires, ce n'est pas les appels à projets. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est un peu contesté par ce qui a été dit précédemment. Oui. C'est un choix de diversité pour tester toutes les solutions et pour s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur. Concernant les appels à projets, on est plus là sur des territoires. Là, je pense vraiment l'exemple du Val d'Oise et de l'Aisne, ils sont venus nous voir en disant, voilà, nous, on aura envie de faire un appel à projet pour des ressources élèves, parce qu'on sait qu'il y a des élèves qui ont besoin de ressources sur leur tablette et ils n'ont pas de Wi-Fi chez eux. Est-ce qu'on pourrait imaginer des ressources pour les tablettes hors Wi-Fi? Pour l'ENT, parce que l'ENT, c'est quand même un des tuyaux d'usage pour les familles, les enfants et les enseignants. Et est-ce qu'on pourrait y mettre des ressources? Et donc, on a convenu qu'on financerait un appel à projet qui permettrait de pouvoir identifier ces ressources qui seront mises en œuvre dans ces territoires. Sur les 10 autres territoires, peut-être que, en fait, on n'a pas toutes les solutions. On va peut-être avoir 2 solutions qui vont apparaître. Je lisais là, dans le fil des questions, il y avait la question du compte enseignant, un compte ressources. C'est quelque chose qu'on va sans doute tester aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie de tester pour voir ce qui marche. Et à partir du moment où ça marche, le tester en suffisamment d'endroits pour se dire scientifiquement, ça tient la route. Scientifiquement, voilà. En laissant une totale liberté, on va dire, à l'acte d'enseigner. On lui offre une possibilité, il apprend, il n'apprend pas. Il n'y a aucune obligation. Par contre, s'il apprend, il va se rendre compte, je pense, du bienfait que ça peut avoir. Et on se rend bien compte, pour ceux qui les utilisent aujourd'hui, en tout cas, ils ne reviendraient pas en arrière. Ceux à qui on a mis une caméra streaming, qui ont des outils, des ressources qu'ils utilisent au quotidien, le retour en arrière est compliqué. Alors, pendant que émerge un débat complètement naturel sur la question du choix des enseignants, enfin leur laisser l'autonomie et la liberté par rapport à des dispositifs qui sembleraient prépensés par un comité scientifique. Bon, là, c'est un débat que nous ne couvrirons pas, il nous reste 2 minutes, mais je voulais rebondir justement sur Marie-Lise Knepper, qui est dans l'Aisne, justement, et qui pose la question de la formation des familles. Est-ce que le choix des équipements à destination des écoles est en adéquation avec l'équipement de la plupart des familles, entre les univers Mac, Android, etc. Qu'est-ce que, Olivier, parce qu'on n'a pas du tout parlé de ce sujet qui fait partie intégrante des TNE, c'est l'accompagnement des familles. Oui, alors d'abord, il y a une telle diversité d'équipements, quand il y en a, parce qu'on vise d'abord ceux qui n'en ont pas. Donc ça, c'est notre première cible, c'est les familles qui n'ont pas d'équipement pour lequel on doit, on va dire, et c'est normal, rétablir une forme d'équité. Après, sur l'accompagnement des familles, c'est, je pense, une chose les plus difficiles. Parce que l'idée, c'est, on a beaucoup de familles qui sont déjà éloignées de l'école, qui ont, pour des tas de raisons, qui viennent moins rencontrer les enseignants, qui rentrent moins dans les classes, et pour lequel l'arrivée de la continuité, enfin la rupture
avec le confinement a été quelque chose de terrible. Parce qu'elles ont bien vu que c'était compliqué de pouvoir accompagner leur enfant, et je crois qu'il n'y a aucune famille qui ne désire pas la réussite de leur gamin. Et donc, là, on travaille vraiment sur de la très, très grande proximité avec plusieurs types de projets. Alors, le premier projet, c'est d'abord de pouvoir proposer des ressources aux parents. Donc, il y a des ressources qui sont en train d'être créées. Le deuxième, c'est de pouvoir s'appuyer sur un réseau de parents aidants, c'est-à-dire des parents pivots qui vont à un moment donné être ceux qui vont pouvoir accompagner en proximité des parents qui sont un peu éloignés, qu'on a besoin, pour pouvoir leur permettre d'accompagner au mieux leur enfant. Donc, on est sur quelque chose autour de la tâche d'huile. C'est vrai que la question du matériel, l'éducation du matériel est un sujet. Je pense que avant tout, c'est le sujet principal, c'est comment on arrive à réintroduire ces familles éloignées dans, on va dire, dans cet univers de suivi de leur enfant, de confiance en l'école. Enfin, il y a un travail important. Alors, qui est fait, hein, c'est un travail pas à pas. Hein, on commence à avoir des remontées intéressantes, une belle mobilisation sur les territoires, mais c'est un travail qui va prendre du temps, hein, comme le reste. Marie-Lise, comme on était effectivement sur votre sujet, je vous donne la parole brièvement, puis nous conclurons. Bon, merci beaucoup. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui. Ma question, en fait, c'était par rapport aussi au choix vraiment de l'équipement, c'est-à-dire que est-ce que beaucoup d'équipements au sein des écoles sont plutôt des iPads, des Macintosh, et les familles, pour une question de budget, achètent plutôt Android, je pense, enfin voilà, pour être auprès des familles. Je voulais savoir si c'était, enfin voilà, comment on pouvait imaginer former les familles alors que les interfaces sont différentes, et je voulais savoir si je me trompais sur le choix des équipements, en fait. C'est surtout ça. Non, alors, non, vous ne vous trompez pas, et c'est une vraie question, et je vous remercie de l'avoir posée. En fait, quand on a voulu commander, on a dû commander 15 000 tablettes. Elles devaient arriver en septembre. On était au mois de juillet. En fait, on s'est tourné vers les fournisseurs qui pouvaient garantir une livraison le plus rapide et qui pratiquaient le prix le moins élevé. En fait, il y a eu 2 fournisseurs, un assembleur français et effectivement l'entreprise américaine que vous avez citée. Et on a fait moitié-moitié parce qu'aucun des deux ne pouvait assurer on va dire, la quantité prévue. On aurait une entreprise française qui pouvait produire des tablettes, on se serait tourné vers elle. On s'est tourné vers un assembleur français et vers l'entreprise américaine en question. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas eu cette difficulté de diversité de matériel, enfin en tout cas de tablettes, entre ce qu'a la famille et ce qu'a l'enfant. Ce n'est pas apparu. Je poserai la question, peut-être. Et si c'est le cas, il faut qu'on apprenne. En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a un frein, qu'il y a un grain de sable qu'il faut lever, il faut se dire que la prochaine fois, il faut l'intégrer à l'extension. Parce qu'encore une fois, c'est une expérimentation en cours de route qui a commencé au mois de juillet. On est au mois de janvier. C'est encore très court pour, on va dire, capitaliser de l'ensemble à la fois des avancées et surtout des choses à ne pas reproduire. Et peut-être que vous avez raison, peut-être que vous pointez du doigt le fait qu'il faut qu'un seul matériel. Après, on n'aura jamais le même matériel, même si vous avez parlé des systèmes, j'ai bien compris, que celui qu'il peut avoir au domicile de chaque famille, quand il y en a. Merci beaucoup. On va sacrifier un rituel de lundi de Ruralitique. Je vais vous demander à tous d'allumer votre caméra pour faire la photo de classe. Voilà, si vous voulez bien jouer le jeu avec nous. Je vous donne le top. Je prépare Nicolas. J'attends que tout le monde se soit rendu visible. Tous ceux qui le souhaitent, il n'y a aucune obligation. Vous disposez de la totale liberté de vos données, de votre droit à l'image. Super, merci infiniment, merci à toutes et à tous. Merci Olivier Vandard. De rien, merci à vous. De ce dispositif en point d'étape et d'ouvrir ces perspectives-là. On attend les annonces du Premier ministre sur ces sujets avec évidemment un peu d'impatience. Et puis voilà, je crois que cette soirée a montré que tout le monde est prêt à faire les réglages, tout le monde a envie de s'impliquer, que tout le monde est pour, mais qu'effectivement, il faut régler les bidons et faire en sorte de traiter un certain nombre de sujets, certains anciens, certains plutôt émergents, mais le faire dans cette concorde et le dialogue entre l'État et les collectivités semble la clé de la réussite, mais je n'apprendrai rien à Olivier en la matière.
Merci beaucoup. Bonne soirée, à très vite. Merci pour votre écoute et les questions. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée.